Belgique. Suite au débordement des samedis soirs, après les matchs Maroc-Côte d'Ivoire, le rappeur Ben Label a été arrêté. Images insolites qui nous viennent d'Afrique de l'Ouest, enterrement avec cercueil personnalisé. Notre invité, M. Henri Désiré Ndouzi, analyste politique, consultant diplomatique et contributeur à la Voix de l'Amérique. Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour. Le journal d'Al-Mouatine. Les rappeurs Ben Label arrêtés après les émeutes à Bruxelles. Vendredi dernier, les rappeurs avaient posté un message sur les réseaux sociaux Facebook incitant à tout cramer à l'aumônier dans le centre de Bruxelles après les matchs Côte d'Ivoire-Maroc. Ce qui laisse à penser que les émeutes auraient été planifiées. Le suspect a été privé de sa liberté, mis à la disposition des autorités judiciaires et entendu. Après son audition, le procureur du roi a décidé de lui remettre une citation à comparaître à l'audience correctionnelle du 5 janvier 2018. Quelques images insolites qui nous viennent d'Afrique de l'Ouest, une nouvelle tendance dans ces pays, notamment au Ghana, ainsi qu'au Bénin, qui consiste à exécuter les dernières volontés du défunt en optant pour un cercueil personnalisé. Sur les images que vous découvrez, c'est là peut-être un cercueil qui a la forme d'un maïs, soit d'une bouteille de sa boisson préférée, ou soit une maison selon que la personne aurait émis la volonté d'être enterrée avec sa résidence dans sa dernière demeure. Monsieur Henri Désiré Ndouzi, bonjour. Bonjour Albert. Nous allons commencer par un sujet d'actualité. Robert Mugabe avait procédé à une purge dans son entourage, dans le but, semble-t-il, de positionner son dauphin ou sa dauphine à sa succession à la tête du pays. Et depuis 2 jours, les nouvelles en provenance du Zimbabwe sont confuses. L'armée a fait une déclaration ce matin, comme quoi la situation était calme. Mais depuis 1 heure, donc, nous avons reçu des nouvelles selon lesquelles le Zimbabwe est désormais sous contrôle militaire. Robert Mugabe, Grace Mugabe, ainsi que plusieurs ministres sont assignés à résidence. Comment analysez-vous la situation et quelles pourraient être les répercussions dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne? Alors, je crois que c'est une situation que l'on a vécue en 3 temps, pour être précis. Il y a eu d'abord le limogeage du vice-président zimbabwéen qui en a profité pour aller se réfugier dans un autre pays, suivi par la mise en garde du chef d'état-major de l'armée zimbabwéenne à l'endroit du président pour lui demander d'éviter d'ouvrir la boîte de Pandore en créant une crise politique qui aurait des conséquences incalculables. Il faut rappeler que c'est l'année prochaine que auront lieu les élections présidentielles au Zimbabwe. Mugabe, en dépit de son âge, 93 ans, il en aura 94 l'année prochaine, est candidat à sa propre succession, officiellement, en tout cas il l'était, mais on a vu que son épouse Grace avait des ambitions. Certains pensent que le limogeage du vice-président serait en rapport avec la boulimie du pouvoir de Madame Mugabe. Alors, il est vrai que les événements de cette nuit et d'hier ont montré une certaine confusion dans le mode opératoire qui a été enclenché par l'armée, mais si vous le permettez, je pense que l'on peut éventuellement s'acheminer vers un scénario un peu à la tunisienne. En 1987, il faut se rappeler que le président Habib Bourguiba avait été déposé par son premier ministre de l'époque, qui n'était autre que Zine El Abidine Ben Ali. La différence ici, évidemment, c'est que l'on a fait intervenir l'armée de manière assez conséquente, officiellement pour neutraliser certains membres de l'entourage de Mugabe qui sont soupçonnés de comploter contre l'État, mais on voit très bien en réalité que ce qui se profile derrière, c'est tout simplement une normalisation de la vie politique zimbabwéenne avec la mise à l'écart progressive d'un président qui, depuis plusieurs années, a un comportement assez irrationnel. Oui, mais la plupart des observateurs se posent la question de savoir quelles seraient les répercussions dans les pays voisins et notamment aussi... Personne n'a vu venir ce qui s'est passé au Zimbabwe pour la simple et bonne raison que l'on pensait que c'était une citadelle imprenable.
L'intervention de l'armée montre à quel point l'armée, la grande muette dans le jargon populaire, reste le dernier recours lorsqu'une situation devient inextricable. Et dans le cas d'espèce, on peut estimer que l'armée zimbabwéenne a pris ses responsabilités pour essayer de trouver une issue rapide à la crise. Il faut se rappeler aussi que le vice-président qui a été limogé avait des liens, il ne s'en est jamais caché d'ailleurs, avec l'état-major militaire. Il a toujours entretenu de bons rapports. Je rappelle que le général Chiwenga, dont on n'a plus de nouvelles, semble-t-il, apparemment, est quelqu'un qui avait déjà, en tout cas, manifesté quelques réticences par rapport à la manière dont le président Mugabe conduisait les affaires de l'État. Cela pourrait avoir un effet contagion dans la sous-région, mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs, attendons de voir que les choses se clarifient avant de tirer des conclusions. Voilà, nous allons nous rendre en République démocratique du Congo où les mouvements citoyens, Lucha, Lutte pour les changements, avaient annoncé une série de manifestations pour dénoncer les calendriers électoraux qui a été publié le 5 novembre dernier par la Commission électorale nationale indépendante congolaise. Monsieur Félix Tshisekedi, le chef de file de l'opposition congolaise actuelle, les a rejoints hier en faisant plutôt appel à une journée ville morte, qui serait suivie d'une grande journée des marches pacifiques le 28 novembre prochain. Pensez-vous que c'est la solution idéale pour faire plier les régimes de Joseph Kabila ? Écoutez, toutes les initiatives à caractère populaire, selon qu'elles viennent de la rue, sont toujours les bienvenus. Mais la question qu'il faut se poser, c'est plutôt la manière, ou en tout cas la stratégie de communication actuelle, telle que adoptée à la fois par les mouvements citoyens et par l'opposition. Et de ce point de vue-là, je dois tout de même déplorer le fait que cet appel à la ville morte, d'une certaine manière, court-circuite au fond la lettre et l'esprit de ce que devait être la manifestation d'aujourd'hui. Pour le reste, je dirais que c'est un long processus. Il faut qu'il y ait une unité d'action de la part à la fois de l'opposition et des mouvements citoyens, pourquoi pas de la société civile. Il faut qu'il y ait davantage de cohérence dans la communication pour que les initiatives ne soient pas en ordre dispersé. Justement, aux dernières nouvelles, l'appel n'a pas été suivi par la population et qui a préféré plutôt vaquer à ses occupations. Vous avez un commentaire peut-être ? Oui, j'ai un commentaire à faire. Cela démontre effectivement qu'il y a une absence totale de stratégie et de concertation dans le chef de l'opposition, mais aussi dans le chef des mouvements citoyens. Chacun prend une initiative sans consulter l'autre. Le minimum aurait été d'avoir un front commun, ce qui aurait été beaucoup plus sérieux et conséquent. Là encore, je pense qu'il va falloir que les états-majors de l'opposition et ceux des mouvements citoyens puissent réfléchir sur, à l'avenir, la manière la plus efficace de coordonner leurs efforts. Voilà, Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga, qui est candidat déclaré à la succession de Joseph Kabila, mais qui est contraint à l'exil forcé par ces derniers, aurait conclu certains arrangements financiers avec des industriels américains qui opèrent dans les secteurs miniers, bien sûr avec le soutien des lobbyistes américains. Êtes-vous au courant et comprenez-vous cette démarche ? Ce dont je suis au courant, c'est que Moïse Katumbi, en sa qualité d'opérateur politique, a fait appel à une structure basée aux États-Unis pour faire son lobbying. Jusque-là, il n'y a pas de problème. C'est de bonne guerre, je dirais, puisqu'il se prépare à une échéance importante, en dépit du fait qu'il soit, à l'heure actuelle, plutôt éloigné, on va dire, du terrain. Maintenant, vous évoquez un épisode dont je n'ai pas suffisamment pris connaissance de la teneur et du contenu. Il est évident que si cela était avéré, cela serait un signal assez inquiétant et je pense que Moïse Katumbi aurait tout intérêt à clarifier cette situation rapidement pour éviter le soupçon. Exactement. Le président Paul Kagame, qui s'est trouvé hier au Forum de Dakar sur la paix et la sécurité dans son discours empreint de beaucoup de sagesse, lui qui est connu pour avoir fait du Rwanda un modèle de développement et de stabilité au lendemain d'une guerre civile qui a fait plus ou moins 1 million de morts. Il s'est adressé à ses pairs en disant ceci, je cite, « Si nous donnons aux autres la responsabilité de résoudre nos problèmes, nous devons nous en prendre à nous-mêmes.
Comment interprétez-vous ces messages? C'est intéressant parce que moi, ça me fait penser un peu, au fond, à ce qu'une certaine opposition en RDC ne cesse d'imaginer, c'est que les problèmes de RDC seront résolus par la communauté internationale. Il faut se prendre en charge, c'est quelque chose qui me paraît évident, c'est le bon sens même. Et il faut créer les propres conditions de son développement. Les solutions ne viendront pas de l'extérieur pour une simple et bonne raison que l'extérieur n'a que des intérêts et que les situations qui sont vécues en interne, même si elles ne sont que passagères, ne seront résolues qu'à la faveur d'une concertation des forces vives et des acteurs politiques. Pour le reste, je pense qu'il faut arrêter de tirer des plans sur la comète. Nous allons un peu parler de vous. Donc, au mois de juin dernier, vous avez fait l'objet des critiques de la part de la communauté congolaise suite à votre participation à un événement organisé par ADNE, une organisation où vous êtes vice-président, et un événement où Paul Kagame était mis à l'honneur. Les relations rwando-congolaises ont toujours connu des hauts et des bas. Au niveau des autorités des deux pays, c'est plutôt une stabilité. Donc, par contre, une bonne partie de l'opinion congolaise et rwandaise a du mal à tourner la page et à envisager un avenir pacifique. Que faudrait-il, excusez-moi, faire pour que les relations soient à nouveau excellentes entre les deux peuples? Alors, je voudrais juste corriger. Cet événement était organisé par l'ambassade du Rwanda en Belgique et la communauté rwandaise. Donc ce n'est pas l'African Diaspora Network in Europe, la DNE, dont je suis vice-président, qui l'a organisé. Moi, j'étais donc invité en cette qualité-là. Oui, effectivement, j'ai fait l'objet de nombreuses critiques, mais vous savez, un des charmes de mon métier, c'est que je dois essayer d'analyser les situations de crise. Lorsque l'on est dans une situation de crise, il convient d'identifier les acteurs et de voir comment est-ce que l'on peut trouver des pistes de solutions. Ce qui m'amène d'ailleurs à côtoyer énormément de communautés, beaucoup de pays, et le Rwanda ne fait d'ailleurs pas exception à la règle. Maintenant, certains n'ont peut-être pas compris cela de cette manière-là, je le déplore, mais il est évident que je continuerai à faire le travail qui est le mien avec zèle et dévouement. Pour répondre plus précisément à la question que vous venez de me poser, au fond sur les relations entre les deux pays, je pense que ce qui, dans l'imaginaire congolais, ce qui pose problème effectivement, c'est cet amalgame en fait entre le régime rwandais et la population rwandaise, qui n'est pas du tout belliqueuse, mais qui a plutôt vocation à vivre de manière pacifique avec ses voisins. Il est vrai que le régime actuel du Rwanda n'est pas exempt de tout reproche, indépendamment du fait que l'on relève régulièrement, et ce à travers différents rapports, Doing Business 2018 va dans ce sens, le même que l'indice de développement humain et d'autres indicateurs économiques qui placent effectivement ce pays dans le peloton de tête de ceux qui réforment. Il y a néanmoins un climat de suspicion qu'il convient, je dirais, de dissiper, et qui remonte évidemment à la très forte implication du Rwanda lorsque la RDC a fait l'objet d'une guerre entre 1998 et 2003, souvenez-vous, lorsque le RCD Goma notamment était en guerre avec l'aide de Kigali et le MLC avec l'aide de l'Ouganda. Cela a bien évidemment accrédité l'idée qu'il y avait un complot, et c'est quelque chose qui est resté dans l'imaginaire congolais. Il est vrai, à l'inverse, que le Rwanda n'a pas beaucoup, je dirais, misé sur cette clarification pour essayer de ramener un semblant de sérénité. Tout au plus, on a vu effectivement les deux pays entreprendre un rapprochement par le biais notamment économique, puisque vous le savez, les deux pays sont membres de la CIRGL, et puis notamment avec cette structure conjointe qui a été créée il y a de cela quelques mois pour l'exploitation du gaz méthane sur le lac Kivu. Pour le reste, je pense que nous devons plutôt essayer d'accorder à ces deux gouvernements le crédit d'avoir fait le nécessaire pour se rapprocher. Il faudra un travail de pédagogie pour que les Congolais puissent être rassurés. Voilà. Dans votre carrière d'analyste politique, de consultant diplomatique, y aurait-il un événement qui vous aurait le plus marqué?
Écoutez, j'ai eu le privilège de négocier l'accord de Lusaka, l'accord de cessation des hostilités de Lusaka. C'était entre septembre 98 et juillet 1999. À l'époque, je représentais le ministère des Affaires étrangères comme expert. C'était un grand moment, puisqu'on avait eu le sentiment de participer à quelque chose de très important, même si l'accord n'a pas été respecté directement, puisqu'il a quand même fallu attendre l'arrivée de la MONUC, qui est devenue la MONUSCO par après, fin 99, pour que l'on puisse créer les conditions d'une stabilisation. Mais nous avions déjà jeté les bases à travers la commission militaire mixte installée à ce moment-là et qui a continué ses travaux jusqu'en 2001 pour, disons, avancer ce qui allait devenir l'accord global et inclusif de Pretoria, qui a été entériné à Sun City en avril 2003. Exact. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. C'était un plaisir. Merci pour votre fidélité. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.